السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. C'est donc l'inspecteur de sciences naturelles, Monsieur Keita Modibo, qui vous présente pour la deuxième fois la deuxième leçon concernant les milieux intérieurs, qui s'intitule aujourd'hui donc la pression osmotique. Donc ça c'est un cours pour la 7e D. Voilà, donc dans le chapitre, dans la leçon précédente, nous avons parlé donc du milieu intérieur avec ses divers compartiments. Et nous avons dit également qu'il y a donc le phénomène qu'on appelle l'homéostasie, bien, ou constance du milieu intérieur. Ça veut dire que le milieu intérieur doit rester constant. Le milieu intérieur, c'est quoi? C'est le milieu dans lequel vivent nos cellules. Et ce milieu doit être constant pour permettre aux cellules de pouvoir vivre dans de bonnes conditions et effectuer donc des échanges entre elles et également les milieux extérieurs. Voilà, donc on a dit que parmi donc ces paramètres de l'homéostasie, donc constance du milieu intérieur, nous avons la constance, des constances physiques, des constances au niveau de ce qu'on appelle certains paramètres comme la glycémie, le taux de glucose dans le sang, comme la calcémie, le taux de calcium dans le sang, mais également la teneur en eau, etc., qu'on appelle la pression osmotique. Voilà, donc la leçon aujourd'hui s'intitule donc ce qu'on appelle la pression osmotique. Donc vous avez déjà donc vu ça donc un peu donc dans la classe de 5e, normalement en biocédaire, donc au niveau de ce qu'on appelle les phénomènes de l'osmose et de la diffusion. Voilà. Donc nous allons d'abord commencer par une définition de ce qu'on appelle la pression osmotique. On peut dire que la pression osmotique est la force exercée par les électrolytes qui attirent l'eau à travers une membrane séparant deux solutions de concentration différentes. Donc quand on a donc deux solutions de concentration différentes, donc on a donc une force qui va être exercée par les électrolytes qui vont attirer l'eau. Alors on a vu donc en classe de 5e que donc l'osmose c'est quoi? C'est le passage de l'eau des milieux donc le moins concentrés vers les milieux les plus concentrés à travers une membrane semi-perméable ou perméable, ou tout simplement qu'on appelle perméable à l'eau. Donc la pression osmotique peut être exprimée en atmosphère, donc pour un litre à 0 degré Celsius, donc elle est de l'ordre de cette atmosphère, on va voir ça plus tard. Elle est exprimée en osmol ou mol par litre. Pour un liquide, plus un liquide est concentré en une substance, plus sa pression osmotique augmente. D'accord, donc ça veut dire que donc vous avez également donc en chimie par exemple, donc si vous prenez une eau par exemple, vous y mettez du sucre. Si vous prenez de l'eau, vous mettez dedans 10 grammes de sucre, et vous prenez donc dans un autre verre également, vous mettez la même quantité d'eau, vous mettez par exemple 100 grammes de sucre, vous allez voir que dans la deuxième solution, bien sûr, donc cette solution elle est beaucoup plus concentrée que la première solution. Donc pourquoi? Parce qu'elle est donc plus concentrée en cette substance qu'on appelle bien sûr donc le sucre qu'on a mis dans cette eau. Donc si on place une cellule dans le premier verre ou le deuxième verre, on va voir que la cellule qui est placée dans de l'eau avec 10 grammes de sucre et donc se trouve dans un milieu beaucoup moins concentré qu'une cellule donc dans de l'eau contenant 100 grammes de sucre par exemple. Voilà, donc ça veut dire que plus là la solution, le liquide est concentré en une substance, plus sa pression osmotique va augmenter. Il existe également un autre paramètre qu'on appelle la pression oncotique. Donc ça c'est un cas particulier, c'est juste un rappel. La pression oncotique est la force qui attire l'eau vers les protéines. Donc c'est une sorte de pression osmotique, mais qu'on attribue seulement pour les protéines. Donc au cas où vous entendrez. Donc parmi les organes principaux qui interviennent dans la régulation de ce qu'on appelle la pression osmotique, nous avons ce qu'on appelle les reins. Donc les reins, c'est un organe chez nous par exemple, chez les humains. Nous avons deux reins, comme d'ailleurs la plupart des mammifères. Donc on a deux reins. Donc un rein droit et un rein gauche. Donc le rein intervient dans ce qu'on appelle, donc c'est l'un des organes principaux qui intervient dans la régulation de ce qu'on appelle la pression osmotique. Donc de ce fait, on va voir un peu une petite anatomie au niveau des reins, de quoi il consiste. Donc le rein comporte deux régions distinctes. Donc il est d'abord
Il contient d'abord une région qu'on appelle le cortex. Donc tout ce qui est cortex, ça veut dire c'est les côtés, donc ce qui est cortical, où se trouvent ce qu'on appelle les glomérules. Donc les glomérules, bien sûr, ce sont des vaisseaux donc de capillaires, etc., qui vont faire passer le sang. Et une zone qu'on appelle la médilla, donc toujours médilla au niveau d'une glande. Médilla, ça veut dire qu'il occupe le milieu, donc cortical qui quitte les côtés, la périphérie, médilla au milieu. Chaque rein est relié à l'artère aorte et à la veine cave inférieure par l'artère et la veine rénale. Donc chaque rein, bien sûr, irrigué, donc il soit donc un vaisseau sanguin qu'on appelle l'artère rénale. Donc cette artère rénale, vient de ce qu'on appelle l'artère aorte, donc qui sort au niveau du cœur et qui va apporter au rein, bien sûr, du sang riche en oxygène. Mais également, au niveau du rein, on va voir qu'il y a également ce qu'on appelle une veine, l'artère aorte, et la veine cave inférieure par la veine rénale. Également, il y a une veine, donc il y a une artère rénale qui va apporter le sang au rein. Il y a une veine qu'on appelle la veine rénale qui va donc bien sûr apporter le sang qui vient des reins et qui va le ramener également vers le cœur. Donc, bien sûr, en passant par ce qu'on appelle la veine cave inférieure. Donc, la veine cave inférieure va déboucher donc, au niveau du cœur, au niveau de l'une des oreillettes. Le rein donc, est composé donc, d'une répétition de structures identiques qu'on appelle les néphrons. Donc, le néphron est l'unité structurale et fonctionnelle de base du rein. Donc, ça veut dire que le rein, bien sûr, donc, c'est un ensemble de néphrons. Donc, le néphron est l'unité structurelle et fonctionnelle du rein. Donc, le rein fonctionne grâce à ce qu'on appelle les néphrons. De quoi est constitué le néphron? Chaque néphron ou type urinifère, donc le néphron, on l'appelle également type urinifère. Chaque néphron ou type urinifère est un type bilié plus ou moins large qui comprend d'abord ce qu'on appelle le corpuscule rénal ou corpuscule de Malpighi, composé par, donc le corpuscule de Malpighi est constitué par ce qu'on appelle la capsule de Bowman, donc c'est un petit renflement donc rénal, et le glomérule, mais qui est un mini réseau de capillaires sanguins placé au cœur des capsules. Donc on va voir c'est les schémas. Et d'un type, donc on appelle les types rénales. Donc les types rénales, c'est une partie longue et plus fine qui conduit à des éléments qui conduit les éléments filtrés, donc l'intrafiltrats vers l'urètre. D'accord. Donc bien sûr, on va voir que bien sûr cette partie qu'on appelle le type bile, il est formé donc de 3 parties. Donc, une première partie qu'on appelle le type contourné proximal. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la anse de Henle. Et nous avons également le type qu'on appelle le type contourné distal. Donc, il y a 3 parties. Type contourné proximal, donc celui qui est plus proche de la capsule de Bowman. La anse de Henle, donc qui est donc en forme de U, donc plus fine. Et donc, un autre type qu'on appelle le type contourné distal. Donc, distal, ça veut dire distant par rapport à ce qu'on appelle la capsule de Bowman. Voilà, donc, l'ironie. Donc, tous ces deux types, par exemple, donc, ces types sont entourés par quoi? Par ce qu'on appelle des capillaires sanguins. Donc, c'est pour apporter le sang également. Donc, reprendre le sang, apporter le sang. Donc, voilà. Donc, il va donc, qui va subir ce qu'on appelle une absorption, donc une filtration. Par ces tibiles qui sont là, qui vont prendre certains éléments au sang et ramener d'autres, et bien sûr garder d'autres qui ne seront plus ramenés au sang. On fera ça plus tard, donc ce qu'on appelle la filtration. Donc des tibiles collecteurs réunissent plusieurs néphrons et en récupèrent les filtrats. Donc ces tibiles réunissent plusieurs néphrons, donc on appelle les types collecteurs. Ils vont réunir plusieurs néphrons et ils vont récupérer les filtrats. Ils se gestent tous dans le bassinet. Donc le bassinet, vous pouvez le voir sur le rein. Donc c'est une sorte de bassin qui a la forme d'un entonnoir, qui est une zone collectrice. Donc il va collecter donc tous les filtrats. Donc voilà. Cette zone collectrice qui se termine donc comme un entonnoir dans l'urétère. Donc l'urétère maintenant, ce canal excréteur quitte le rein pour rejoindre la vessie. Donc bien sûr, donc quand on a le type collecteur qu'on appelle donc le bassinet. Donc au niveau du bassinet, donc nous avons l'urine. Donc cette urine va traverser par un petit canal excréteur, donc on appelle l'urétère, et va donc déboucher au niveau de la vessie qui est unique. Donc les deux reins, donc avec les deux urétères, toutes les deux urétères, l'urétère droite, l'urétère gauche vont bien sûr déboucher au niveau de la vessie. Donc cette petite poche qui est quoi? Ce qu'on appelle le lieu de stockage de l'urine tout simplement, bien sûr en attendant d'être évacué donc vers l'extérieur.
Donc, pour un peu comprendre voilà comment se fait donc la formation de l'urine, nous allons d'abord faire une petite comparaison entre le sang et l'urine. Lors du passage du sang, en deux endroits précis du néphron ou type urinifère, il y a extraction de l'eau et des déchets qui forment l'urine à partir du sang. Donc, l'urine est formée à partir du sang. Les résultats de la comparaison des deux liquides se trouvent dans le tableau suivant. Donc, qu'est-ce qu'on remarque au niveau du tableau? On remarque d'abord que le plasma, donc le plasma BC, c'est presque le sang, donc le sang sans BC, les éléments, sans les globules rouges, simplement. Voilà. Donc, si vous avez donc le plasma, on va le comparer avec l'urine, donc ça veut dire que ce qui nous importe, c'est BC, les constituants, donc voilà, donc dans le plasma avec l'urine. Donc, au niveau de l'eau, on va pour certains éléments comme l'eau, par exemple, donc il y a autant d'eau, sinon même plus d'eau dans l'urine que voilà, dans le plasma. Les protides, les lipides et les glucoses, normalement, ne sont pas présents dans l'urine. Donc, dans l'urine, normalement, on ne doit pas trouver de protides, ni de lipides, ni de glucoses. Donc, c'est-à-dire, voilà, donc les substances organiques. Donc, on va voir pourquoi. Donc, parce que bien sûr, quand on rencontre dans l'urine d'un individu ou bien des lipides, ou bien des glucoses, ou bien donc des protides, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, il y a une défaillance, bien sûr, il y a un problème de régulation. Donc, comme l'exemple le plus simple, chez les diabétiques, par exemple, on va trouver dans leur urine, bien sûr, du glucose, donc ce qui n'est pas normal. Donc, le taux de glucose dans le plasma est de l'ordre d'1 gramme par litre, mais normalement, il n'y a pas de glucose à l'intérieur, dans l'urine d'une personne normale. Si on rencontre du glucose dans l'urine d'une personne, ça veut dire que cette personne souffre de diabète, tout simplement. Voilà. Donc, pour les autres éléments, on voit également, donc, il y en a le chlorure de sodium, l'urée qui est donc beaucoup plus concentré dans l'urine, donc c'est un déchet, c'est quelque chose de toxique. L'acide urique également la même chose, donc plus concentré dans l'urine que dans le plasma. On constate également qu'il y a donc certains éléments, donc certaines substances comme l'ammoniac, comme les pigments et acides organiques, l'ammoniac par exemple, qu'on ne va pas trouver donc dans le plasma et qui est présent dans l'urine. On va voir pourquoi. Donc ces résultats permettent de faire les remarques suivantes. Donc le sang contient des substances toxiques comme l'urée, l'acide urique pouvant empoisonner l'organisme. Le rein va les extraire du sang et il va les concentrer à l'intérieur de l'urine, dans l'urine. On dit que le rein joue un rôle épurateur. Épurateur, ça veut dire, voilà, donc épurateur, ça veut dire qu'il va épurer, ça veut dire qu'il va purifier, nettoyer tout simplement. Ou excréteur qui détecte et élimine les déchets. Voilà, donc il va nettoyer donc le sang, il va le débarrasser donc des déchets. Et voilà, donc c'est pourquoi malheureusement les gens qui ont un problème de rein, bien ici, n'arrivent pas à faire voilà donc ce phénomène qui est là. Donc on dit que ces gens souffrent de ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Et bien sûr, ils seront obligés donc d'avoir recours bien sûr à cette filtration, donc cette filtration par exemple, donc qui n'est plus naturelle mais artificielle, donc on appelle l'hémodialyse, donc qui va se faire grâce à une machine tout simplement. Les glucoses, les protéines et les lipides présents dans le sang sont absents dans l'urine. On dit que le rôle joue un rôle de barrière vis-à-vis de certaines substances. Donc, le lait empêche certaines substances de passer dans l'urine. Pourquoi? Parce que, bien sûr, normalement, ces substances sont utiles à l'organisme, donc comme le glucose, donc voilà, ce sont des éléments nutritifs, donc sont utiles à l'organisme. Donc, ils ne vont être évacués par le rein que dans le cas, bien sûr, où leur taux va devenir vraiment excessif, tout simplement. Les sels minéraux, l'urée, l'acide urique présents à la fois dans l'urine et dans le sang se trouvent à des concentrations plus élevées dans l'urine. Donc le rein également joue le rôle de filtre sélectif, donc c'est-à-dire qu'il y a certains éléments qu'il va accepter plus que d'autres éléments qu'il va laisser bien sûr à l'intérieur, qu'il va retourner au sang. L'ammoniac présent dans l'urine est absent du sang, ce qui montre que le rein élabore certaines substances, il joue donc un rôle sécrétaire. Donc il y a des substances qui ne sont pas présentes dans l'urine, dans le sang. Comme on sait que l'urine, bien sûr, est fabriquée à partir du sang. Donc s'ils sont présents dans l'urine et non pas dans le sang, ça veut dire qu'ils n'existent pas dans le sang. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent provenir que des reins. Donc ça veut dire que le rein également est capable d'élaborer, donc de fabriquer certaines substances, d'où son rôle sécrétaire. Maintenant, comment se forme l'urine, donc la formation de l'urine. Donc avant de voir comment se forme l'urine, on va voir donc un petit tableau, donc une petite comparaison entre le sang et une urine qu'on appelle l'urine primitive et une autre urine qu'on appelle l'urine définitive. Donc l'urine bien sûr va se former en deux étapes, tout simplement. Donc si vous jetez un coup d'œil sur ce tableau,
Donc un bref aperçu, qu'est-ce qu'on constate? On constate que certains éléments, on va les trouver donc à l'intérieur des plasmas, des lirines primitives, mais également au niveau des lignes définitives, on va les trouver. D'autres, par exemple, on va les trouver donc dans le plasma, dans les lignes primitives, mais dans les lignes définitives, ils sont en plus grande quantité. D'autres substances également, comme les protéines par exemple, donc les protéines, les glucides, les lipides, donc on va les trouver un peu au niveau de ce qu'on appelle, sont au niveau du plasma, donc ne sont pas au niveau des lignes primitives et ne sont pas également au niveau des lignes définitives. Les glucides, comme ça, c'est le cas des lipides et des protéines. Le glucose, par exemple, il va traverser, alors on va le trouver dans les lignes primitives, mais il est absent dans ce qu'on appelle les lignes définitives. D'autres substances, bien sûr, comme l'ammoniac, comme l'acide hypérique, donc ces substances, par exemple, on les trouve ni dans le plasma, ni dans les lignes primitives, on va les trouver dans les lignes définitives. Donc ça veut dire que ces substances vraiment sont sécrétées par les reins. Donc l'urine se forme donc dans le néphron au type urinifère, donc on a dit que c'est l'unité fonctionnelle structurelle donc des reins, à partir du plasma sanguin. Donc l'urine se forme à partir du plasma, elle va se former en 2 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la filtration glomérulaire, donc elle se fait au niveau du glomérule. Donc le glomérule, c'est quoi? C'est ces petits réseaux de capillaires qu'on trouve au niveau donc des petits renflements qu'on appelle la capsule de Bowman. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a donc une filtration. Cette filtration, donc le sang va être filtré, donc certains éléments vont être filtrés à partir du sang pour former ce qu'on appelle l'urine primitive, dont la composition et celle du plasma sont presque identiques, sauf quoi? Sans protéines et lipides. Donc il ne manque que les protéines et les lipides, tout simplement. Donc il y a les glucoses, il y a tous les autres éléments, mais les protéines et les lipides ne traversent pas pour aller donc vers l'urine primitive ni définitive. Maintenant, la réabsorption tubulaire. Donc, ça veut dire qu'une fois que le rein a filtré donc tous ces éléments, sauf bien sûr les protéines et les lipides, à un certain moment, qu'est-ce qu'on aura au niveau donc des tubules? Donc, les tubules, on a dit que donc tubules contenu proximal, distal, l'anse d'un lait, donc au niveau de tous ces réseaux tubulaires, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a ce qu'on appelle une réabsorption. Donc, ça veut dire que le rein va donc retourner au sang une partie de ces substances qu'il avait absorbées, infiltrées, dans ce qu'on appelle la réabsorption tubulaire, et renvoie dans le sang une partie des composants de l'urine primitive, donc ce qu'on appelle la réabsorption. Cette réabsorption elle est totale pour certains éléments comme le glucose par exemple, donc le glucose ne doit pas aller normalement dans l'urine, sauf en cas de dysfonctionnement, en cas de diabète. Donc normalement il doit être réabsorbé complètement. Et d'autres par exemple en partie, donc comme les eaux, comme l'eau par exemple, comme certains éléments minéraux comme le sodium, le calcium, donc bien sûr, ceci dépend de quoi? Dépend de leur concentration à l'intérieur de notre milieu intérieur. Donc s'il y en a un manque, bien s'il n'y a pas de manque, voilà. Donc on peut résumer les principales fonctions du rein, donc sous forme de filtration, excrétion, synthèse ou sécrétion. Maintenant, on va voir donc la régulation de la pression osmotique. Donc on a appelé donc osmolarité. Au milieu de l'intérieur, on a dit que la pression osmotique doit être normalement de l'ordre de 7 atmosphères ou bien 300 millimoles. L'équilibre hydrominéral est un aspect de l'homéostasie. Donc hydrominéral, ça veut dire de l'eau et des éléments minéraux comme le sodium, le calcium, etc., qui permet de maintenir dans certaines limites la teneur en eau et en sels minéraux dans l'organisme. Ces teneurs influent la pression osmotique du milieu intérieur. Donc elle influe sur cette pression osmotique. La réabsorption de l'eau et des ions Na+ concerne environ 99% de la quantité filtrée au niveau du glomérule. Donc, c'est-à-dire 99% donc, de ce qui est filtré au niveau du glomérule va être concerné par la réabsorption de l'eau, concerne donc toute cette quantité filtrée. Cependant, cette réabsorption ne porte pas sur une fraction constante du filtrage. Elle est modulée en fonction des besoins. Voilà, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire le fait de réabsorber l'eau ou bien donc, le sodium, le calcium, donc tout ça dépend de quoi? Dépend de la concentration du milieu intérieur. Est-ce que même si ces éléments ne sont pas, donc leur quantité n'est pas très importante, elle est faible, donc elle doit être réabsorbée, la réabsorption va augmenter. Et s'il se trouve que leur concentration dans le milieu intérieur est élevée, donc il n'y aura pas de réabsorption. Donc le rein ne va pas de réabsorption totalement.
Pourquoi? Donc, ça veut dire que ça dépend de quoi? De leur concentration dans les milieux intérieurs. Voilà. Donc, il est modulé en fonction des besoins de régulation en eau et en ions Na+ du milieu intérieur. On va voir d'abord donc en première partie donc ce qu'on appelle la régulation de la teneur en eau. Donc, une modification de la teneur en eau du milieu intérieur peut avoir comme conséquence une variation dans le même sens de la volémie et une variation en sens contraire de la pression osmotique, stimulant des récepteurs spécifiques appelés volorécepteurs dans l'oreillette gauche et osmorécepteurs au niveau des neurones de l'hypothalamus. Donc, quand on dit la volémie, c'est quoi? La volémie, c'est le volume du sang. Donc, plus le sang va contenir de l'eau, plus son volume va augmenter. Donc, bien sûr, il est dirigé, donc son volume augmente. Donc, c'est une volémie. Donc, s'il y a une variation donc, de la volémie, ça veut dire le volume de sang au niveau bien sûr des artères, etc., dans les vaisseaux sanguins. Et donc, nous allons avoir des récepteurs qui vont être stimulés. Ces récepteurs se trouvent, pour certains, au niveau donc, de ce qu'on appelle l'oreillette gauche. Donc, l'oreillette se trouve au niveau du cœur. Donc, on voit que le cœur est bien sûr chez les mammifères. Donc, il est formé donc, de 2 oreillettes et de 2 ventricules. Donc, oreillette gauche, oreillette droite, ventricule gauche, ventricule droit. Bien sûr, les oreillettes, chaque oreillette communique bien sûr avec son ventricule. Voilà. Donc, on va trouver donc des volorécepteurs au niveau de l'oreillette gauche, mais également nous avons des osmorécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs sensibles à la pression osmotique qu'on trouve au niveau de ce qu'on appelle l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, vous l'avez vu donc, lors de la reproduction. Donc, voilà. Donc, c'est lui qui est donc collé donc à la base, donc qui est collé donc à la base du cerveau. Donc, l'hypothalamus qui est relié à l'hypophyse par ce qu'on appelle donc la tige pituitaire ou bien la tige hypothalamo-hypophysaire, donc voire cours de reproduction. Donc, une fois que cette situation, donc une variation donc de la volémie, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au niveau qui est détecté au niveau donc des volorécepteurs ou bien des osmorécepteurs. Ainsi, on va voir des messages nerveux qui vont être envoyés vers une zone de l'hypothalamus jouant le rôle de centre régulateur. Donc, le centre régulateur va être informé d'une augmentation du volume d'eau ou bien une diminution du volume d'eau au niveau du sang, ça veut dire la volémie. La réponse se réalise maintenant à travers une baisse ou une augmentation de la sécrétion d'une neurohormone appelée l'hormone antidiurétique qu'on appelle la DH. Donc la DH, c'est l'hormone principale qui va donc se charger de réguler la pression osmotique. Cette bien sûr hormone qu'on appelle la DH, on peut appeler également vasopressine. Cette hormone donc, elle est sécrétée donc bien sûr par les neurones hypothalamiques, donc c'est une neurohormone exactement comme la GnRH, voire pour de reproduction également, mais elle est déversée par la post-hypophyse, ce qu'on appelle l'hypophyse postérieure. Cette hormone donc voilà, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va agir sur les reins, donc au niveau des types collecteurs, modifiant leur perméabilité à l'eau et par conséquent la réabsorption d'eau ainsi que le débit urinaire. Donc elle va donc modifier la perméabilité à l'eau donc au niveau donc des reins, au niveau donc des types collecteurs qui vont absorber beaucoup plus d'eau. Donc lorsqu'ils vont absorber beaucoup plus d'eau, donc également ça va jouer sur quoi? C'est ce qu'on appelle les débits urinaires. Donc plus la réabsorption de l'eau va être importante, plus l'urine va être moindre, donc en moindre quantité. L'urine ne va pas contenir beaucoup d'eau parce que l'eau a été réabsorbée et donc ramenée vers le sang. Donc vous avez ici donc un petit schéma donc résumant ces phénomènes. Donc nous avons par exemple dans le cas d'une perte d'eau, donc par exemple une personne donc qui va rester donc plusieurs heures donc sans boire de l'eau, donc on va voir que bien qu'il est en train de fournir un effort physique, donc il va perdre de l'eau donc par transpiration. Donc la perte d'eau va entraîner quoi? Une augmentation de la pression osmotique tout simplement, donc parce que le milieu intérieur aux cellules bien sûr les dilué, il contient de l'eau. Plus la quantité d'eau va diminuer, ça veut dire que bien sûr la concentration va être plus importante. Donc on va voir que la pression osmotique donc du milieu intérieur va augmenter. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura un message, une intense stimulation des osmorécepteurs au niveau de l'hypothalamus, c'est-à-dire que les volorécepteurs donc au niveau de l'oreille. Donc cette intense stimulation va entraîner quoi? Augmentation de la libération de l'ADH par ce qu'on appelle la post-hypophyse. Donc l'ADH bien sûr sécrétée par l'hypothalamus, donc l'hypothalamus. Et cette augmentation de la libération de l'ADH va faire quoi? Va accroître la réabsorption de l'eau. Donc ça veut dire que les reins bien sûr vont réabsorber l'eau. Donc ça veut dire permettre la réabsorption de l'eau pour la ramener bien sûr voilà, donc vers le sang. Donc ça va entraîner quoi? Augmentation de la teneur en eau du milieu intérieur. Donc la teneur en eau du milieu intérieur également va augmenter. Donc le milieu intérieur, c'est le milieu dans lequel vivent nos cellules, que ce soit les cellules sanguines ou bien les autres cellules. Donc bien sûr, donc ce milieu qui avait donc
augmenter en concentration, bien sûr, va être plus ou moins dilué, donc c'est-à-dire augmentation de la teneur en eau. Donc, il va être plus riche en eau, donc ça veut dire la pression osmotique va diminuer. Voilà, donc ceci va entraîner quoi? Donc, va entraîner ce qu'on appelle une diminution de la pression osmotique. Pourquoi? Parce que bien sûr, donc le milieu intérieur maintenant contient beaucoup plus d'eau. Dans le cas contraire, bien sûr, dans le cas où donc, nous avons une personne, par exemple, qui va donc consommer beaucoup d'eau, donc une augmentation de la consommation en eau va entraîner une diminution de la pression osmotique du milieu intérieur. Donc les cellules, bien sûr, ne peuvent pas vivre dans un milieu très concentré, sinon elles risquent de perdre de l'eau par phénomène d'osmose, etc. Donc elles vont diminuer de taille, de volume, elles vont être crénées. Mais également, les cellules ne doivent pas être dans un milieu avec une concentration plus faible, tout simplement. Donc sinon, elles vont tout simplement finir par absorber de l'eau par phénomène d'osmose et finiront par éclater. Donc elles doivent être vraiment dans un milieu entre les deux, convenable, bien sûr, isotonique, tout simplement. Donc dans le cas d'une consommation d'eau, on va avoir une diminution de la pression osmotique, c'est-à-dire que le milieu est très riche en eau. Donc il y aura une faible stimulation des osmorécepteurs de l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, bien sûr, qui est faiblement stimulé, va ressentir ça comme le fait que, bien sûr, donc le milieu intérieur, bien sûr, a une pression osmotique qui est très faible, ça veut dire qu'il est très dilué. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Diminution de la sécrétion d'ADH. Donc, bien sûr, l'hypothalamus va diminuer la sécrétion de ces hormones qu'on appelle ADH par l'hypophyse, par la post-hypophyse. Donc, ceci va entraîner quoi? Réduction de la réabsorption de l'eau par les reins. Donc, les reins ne vont pas réabsorber l'eau, ils vont, c'est-à-dire, laisser l'eau au niveau des urines. Donc, diminution de la teneur en eau du milieu intérieur. Donc, bien sûr, la teneur en eau du milieu intérieur va diminuer. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de l'urine va être, une grande partie donc de l'eau va être évacuée avec les urines tout simplement. Voilà, donc on obtient ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Maintenant, on va voir dans un petit b la régulation de la teneur en sodium. Le sodium, c'est le Na+. Donc, au niveau du sodium également, nous allons avoir donc un système d'hormones également, donc qui vont jouer, hormones et enzymes, donc qui vont interagir pour permettre la régulation de cet élément qu'on appelle le sodium. Toute variation de la teneur en sodium est détectée au niveau du néphron, toujours, par des cellules de la paroi des vaisseaux glomérulaires. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus au niveau de l'oreillette, ni au niveau donc de l'hypothalamus, mais ça va être plutôt au niveau du néphron. Au niveau de ce qu'on appelle les vaisseaux, donc des glomérules, donc ces petits capillaires qui se trouvent au niveau de la capsule de Bowman. Donc, une baisse de la teneur en sodium déclenche les systèmes rénine-angiotensine. Donc, c'est quoi la rénine? Donc, c'est quoi l'angiotensine? La rénine, c'est quoi? C'est une enzyme. Donc, c'est une enzyme sécrétée par le rein. Donc, toujours, donc l'intervention des reins dans la régulation également donc, de ce paramètre qui est le sodium. Donc, la rénine, donc, sécrétée par le rein. L'angiotensine, donc c'est quoi? L'angiotensine également, c'est une protéine sécrétée par le foie. D'accord? Donc, l'angiotensine, ces cellules produisent la rénine, donc une enzyme qui catalyse la libération de l'angiotensine, une hormone. Donc, l'angiotensine, c'est une hormone. D'accord? Donc, la rénine va catalyser, les cellules dont produisent la rénine, une enzyme qui catalyse la libération de l'angiotensine. Donc l'angiotensine, donc comment il va être catalysé? L'angiotensine d'abord vient d'une protéine sécrétée par la foie qu'on appelle l'angiotensinogène. Donc c'est une forme inactive de cette hormone qu'on appelle l'angiotensine. Donc il faut que l'angiotensine donc subit l'action de cette enzyme sécrétée par les reins qu'on appelle la rénine. La rénine va transformer l'angiotensinogène en angiotensine. Et l'angiotensine, c'est elle qui est une hormone maintenant qui est donc active et qui va agir au niveau de ce qu'on appelle les corticosérénales. Donc les corticosérénales, mais c'est quoi? Donc les corticosérénales, donc c'est une partie d'une glande qu'on appelle les capsules sérénales. D'accord? Donc chaque rein, au-dessus de chaque rein, on a une petite glande qu'on appelle la capsule sérénale. Donc comme les reins également, la capsule sérénale également est formée de deux parties. Une partie qu'on appelle la corticosérénale et une autre à l'intérieur, plus au centre, qu'on appelle la médullosérénale. Donc, corticosérénale, donc, sécrète des hormones très importantes, comme le cortisol, comme l'aldostérone, mais également, cortisol, aldostérone, donc, que vous connaissez, donc, le cortisol surtout, donc, au niveau de la réflexion lors de l'accouchement, également l'aldostérone. Et bien sûr, la médullosérénale sécrète également une hormone très importante qu'on appelle l'adrénaline, donc, voilà, bien sûr, au niveau de ce qu'on appelle la pression artérielle. Voilà. Donc, la corticosérénale n'est que la partie corticale de ce qu'on appelle la capsule sérénale, qui est une petite glande qui se trouve au-dessus des reins. Donc, la sécrétion de cette corticosérénale va déclencher la sécrétion
d'une hormone appelée l'aldostérone. Donc l'aldostérone, bien sûr, donc comme le cortisol, donc l'aldostérone, donc sont sécrétés par ce qu'on appelle les corticostéroïdes. Donc cette hormone qu'on appelle l'aldostérone favorise la réabsorption tubulaire du sodium, bien sûr, par ce qu'on appelle un transport actif, donc c'est-à-dire un transport sélectif, bien sûr au niveau des tubules. Donc nous avons ici un petit schéma qui va illustrer ça, donc dans deux cas différents. Donc tout d'abord, quand il y a une augmentation de la teneur en sodium du milieu intérieur, donc supposons que on vient de consommer un repas très salé, donc très riche en sodium, donc par exemple le chlorure de sodium, NaCl par exemple, voilà, le sodium, on a consommé un repas très riche en sodium, donc on aura dans notre milieu intérieur une importante quantité de sodium. Donc qu'est-ce qu'on aura? Ceci va stimuler une baisse de la sécrétion de rénine. Donc, le renin ne va pas sécréter une importante quantité de rénine. Donc, s'il n'y a pas une importante quantité de rénine, il n'y aura pas une importante quantité d'angiotensine. Pourquoi? Parce que l'angiotensine vient d'où? Vient de l'angiotensinogène qui va être bien qui va subir l'action de la rénine pour être transformée en angiotensine. Donc, pas de rénine, l'angiotensinogène n'est pas transformé, donc il n'y aura pas d'angiotensine. Donc, diminution de quoi? De la sécrétion d'aldostérone. Parce que c'est l'angiotensine qui stimule les corticostéroïdes pour sécréter l'aldostérone. Donc, s'il n'y a pas de sécrétion d'aldostérone, ça va entraîner quoi? Réduction de la réabsorption de Na+ par les reins. Donc, réduction de la réabsorption de Na+ par les reins. Donc, ça, c'est augmentation de la teneur du milieu intérieur. Donc, réduction de la réabsorption de Na+ par les reins. Donc, cette réduction de la réabsorption de Na+ par les reins va entraîner quoi? Diminution de la teneur en ion du milieu intérieur. D'accord? Donc, ça va entraîner quoi? Une diminution de la teneur en Na+ du milieu intérieur. Il faut également que le milieu intérieur donc, va subir une importante diminution de sodium. Donc, il n'y a plus de sodium dans le milieu intérieur. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça entraîne une augmentation de la sécrétion de la rénine. Donc, augmentation de la sécrétion de la rénine va entraîner augmentation donc, de la sécrétion d'angiotensine. Donc, la rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine. Ça va entraîner quoi? Augmentation de la sécrétion d'aldostérone. L'augmentation de la sécrétion d'aldostérone va entraîner quoi? Augmentation de la réabsorption de Na+ par les reins. Et lorsque la réabsorption de Na+ par les reins va augmenter, ça va entraîner quoi? La réabsorption de Na+ par les reins va entraîner une augmentation de la teneur en Na+ du milieu intérieur. Donc voilà donc pour ce qui est de ce schéma qui est là. Donc voilà donc j'espère que vous avez donc bien compris donc cette leçon qui concerne ce qu'on appelle la régulation de la pression osmotique. Donc je vous donne rendez-vous donc dans une autre production également pour une autre partie donc sûrement qui va concerner des régulations ou bien sûrement au niveau de l'immunologie, donc ça sera présenté sûrement par moi ou par l'un de mes collègues. Donc je vous remercie donc